Le numérique nous a déjà, en tant qu'humanité, déjà considérablement transformés. Sans doute, ce n'est pas fini. Alors parfois, c'est pour le pire. Souvent aussi, c'est pour le meilleur quand même. En tout cas, c'est le parti qu'on va prendre ce soir, celui de changer notre regard sur le monde, comme on le disait au tout début. Et c'est vrai qu'avec le numérique, soit finalement on résiste, soit on résiste et on crée. Et vous allez voir que notre invité suivant est très créatif. Je suis très heureuse de l'accueillir, cet invité qui nous dit qu'avec le numérique, il y a plus de moyens d'agir que jamais. Cet invité, c'est Erwan Kazar. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Erwan Kazar. Erwan Kazar a cofondé Contournement, qui est à très grand trait une formation no-code qui est accessible à tous et toutes. Avant Contournement, vous aviez aussi cofondé plusieurs projets, notamment Simplon.co. Pour vous, finalement, on n'a jamais été en possession d'outils plus efficaces et à plusieurs niveaux pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour l'implication dans des actions citoyennes. Précisez-nous vos intentions à travers Contournement. Alors, Contournement, comme son nom l'indique, c'est un ensemble de formations qui vise à aider les gens à contourner les obstacles techniques. Parce que le numérique, le logiciel, c'est super, on a des applis, des sites, mais on en est bien souvent plus consommateur que producteur, on en est bien souvent plus passif qu'actif face à ces outils, parce qu'à l'origine, il faut avoir des compétences, des expertises, il faut savoir écrire du code informatique pour pouvoir produire des choses et vraiment aller loin, que ce soit des assos, des grandes entreprises, des TPE, PME, etc. Et les outils no-code aujourd'hui, comme leur nom l'indique, ils permettent de faire tout ça, des sites web, des applications, se faire ses propres outils, sans écrire de code informatique, de manière démocratique, ce qui permet quelque part de reprendre possession du numérique et des moyens de production numérique, au lieu de se faire déposséder de son temps, de son énergie, de son attention, etc. On contourne alors concrètement, par exemple, si je suis une start-up et que j'ai envie de créer un site web, je passe par quels outils? Parce qu'il y a des outils, c'est pas un miracle. Là. Absolument, des outils, il y en a une myriade. En fait, c'est à peu près depuis 2017 que les outils no-code ont vraiment atteint leur maturité. C'est pour ça que c'est un phénomène dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, enfin de plus en plus. Et qu'aujourd'hui, du coup, il y a plein d'outils de qualité très variable, de performance très variable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des outils très démocratiques pour faire des sites. Par exemple, il y a Doric, Softer. Alors là, ça ne vous dit rien quand je vous dis ça. Mais si vous allez sur le site, c'est très clair. Vous créez un compte, comme si vous créiez un compte sur Twitter. Et là, vous pouvez commencer à dire une image ici, un texte ici. Tout est visuel. Clique, je publie et je peux envoyer le lien. Donc, il n'y a rien à installer, rien à héberger. Donc, c'est un exemple d'outil, Glide, Softer. Mais il y a aussi des outils no-code où il faut plusieurs semaines pour s'en emparer, plutôt des outils experts. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les outils qui, en quelques jours, voire quelques heures, permettent de faire des choses. Nous, on a des ateliers pour des assos, des professionnels ou autres, où, littéralement, en 10 minutes, des gens arrivent à sortir une petite application mobile d'annuaire, par exemple, parce que ça vous facilite la tâche. Après, bien sûr, il y a la première marche, qui est un trottoir, parce qu'elle est toute petite, cette première marche. Par contre, après, on peut toujours aller plus loin. Et là, il faut se former un peu plus, quoi. Des exemples peut-être de plateformes utilisées ou de start-up qui utilisent du no-code? Alors, il y a un exemple que j'adore, c'est Comet. Déjà parce que c'est français, donc voilà, ça se passe pas qu'à l'international ou à San Francisco ou que sais-je. Donc j'ai envie de dire Cocoricode, ou plutôt Cocorino-code pour le coup. Et du coup, Comet, en fait, ce sont 3 jeunes gens qui ne savaient pas coder et qui voulaient faire une plateforme pour mettre en relation des super experts, des super freelances avec des grandes entreprises qui manquaient de ces freelances-là. Et bien, ils ont commencé comme il faut. Ils ont commencé à la main pour vérifier sur leur méthode marché. Coup de fil, message et tout. Puis ils se sont dit, là, il faut quand même automatiser. Les gens sont contents, on a 10 clients, 20 clients, il faut passer à l'échelle. Et bien, il y a l'un des 3 qui a trouvé Bubble, un outil pour créer des applis. Il a fait tout seul. Bon, il a dû avoir mal à la tête pendant une semaine parce que Bubble, c'est un peu complexe. Ils ont sorti la plateforme et au bout d'1 an, ils n'avaient pas investi un seul euro en code informatique, en prestataire ou autre.
ils avaient fait évoluer eux-mêmes en autodidacte et ils ont atteint 500 000 € de revenus récurrents annuels. Ce qui est énorme, c'est pas le petit prototype juste pour amuser la galerie ou pour... voilà. Ils sont allés très loin. Et cet exemple-là, c'est une start-up. Mais dans des associations ou dans des PME, je le répète, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas forcément les structures ou les personnes qui connaissent déjà les technologies qui ont tout à tirer de ça. Et là, il y a une entreprise de dératisation, par exemple, qu'on a vu dernièrement, complètement digitaliser leur process en eux-mêmes. Et gagner des heures chaque jour. Et aussi de la sérénité mentale, enlever de la charge cognitive. Parce que quand je disais se faire déposséder de son temps et de son énergie par le numérique, ça veut dire qu'au quotidien, on connaît tous ça. Ah, j'ai perdu mon mot de passe, ah, je fais 50 copier-coller, ah, je dois télécharger là. On perd du temps à faire des tâches répétitives et chronophages. Et on peut justement reprendre la main sur la machine grâce à ces outils en leur déléguant le boulot au lieu de bosser pour eux. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit problème justement d'organisation du travail quand finalement on essaie d'utiliser des outils collaboratifs quand on travaille en équipe qui ne sont pas dans la même pièce en l'occurrence, et on se retrouve alors une fois sur Notion, une fois sur... enfin voilà, on est perdu, on ne sait plus où sont nos messages, on ne sait plus non plus où sont nos documents, est-ce que c'est sur Google Drive, enfin bon, comment fait-on? C'est une très bonne question, parce qu'il y a l'outil, mais il y a aussi savoir manier l'outil. En fait, le web, Internet, l'informatique, il y a eu un gros boom à l'époque des PC, des personnels computers, et encore un autre boom d'adoption avec tout ce qui était les smartphones, mais là c'était plus en mode consommer des réseaux sociaux, etc. Puis il y a eu tout un tas d'outils qui sont apparus sur le marché, enfin avant les années 2010, mais là aujourd'hui de plus en plus, tout se digitalise vitesse grand V, le logiciel dévore le monde, software is eating the world. Et dans toute cette myriade d'outils, je pense qu'il y a énormément de salariés qui se sont retrouvés à devoir aller entre WhatsApp, Google Doc, et ci et ça, et à s'y perdre. Et l'un des avantages des outils no-code, selon nous, c'est pas que c'est des outils meilleurs que les autres sur ces terrains-là. Non, il y a des outils de gestion de projet qui sont bien meilleurs. Par contre, ils peuvent permettre de centraliser, de simplifier la complexité. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a des outils comme Notion, qui sont vraiment des outils tout en un, où tu peux à la fois faire ce que tu veux, mais à la fois de manière très intuitive. Et ce qui permet à des équipes de vraiment se faire leur propre outil. Et aussi, ça permet d'interconnecter les outils entre eux. C'est-à-dire que quand j'ai Gmail ici, quand j'ai mon logiciel de compta, quand j'ai Twitter là, je peux dire, et ça c'est un outil qui s'appelle Zapier, c'est incroyable, et ça en 1 heure déjà, il y a des gens qui hallucinent, ils ont l'impression que c'est de la magie. Ça s'appelle comment? Zapier, Z-A-P-I-E-R. Quand sur Twitter, il y a quelqu'un qui mentionne ma boîte et qui a tel mot-clé, alors automatiquement me mettre une alerte dans ma messagerie instantanée, puis envoyer un email à machin, puis stocker dans tel tableau. Ça, si je le fais à la main, ça prend 5 minutes, 10 minutes, 100 fois par jour. Si je le délègue à Zapier, ça prend 0 minutes et je n'ai plus à y penser. Donc l'automatisation numérique, c'est vraiment ça que ça consiste, ce qu'on appelle les no-code ops chez Contournement, c'est-à-dire les opérations numériques au quotidien. On passe notre temps à faire des opérations à la mano, à la main, alors que c'est censé être l'ordi qui le fait ou le smartphone. Qu'est-ce qui te mobilise, Erwan, dans cette vision du web aussi et dans cette vision des actions possibles? Qu'est-ce qui me mobilise, qu'est-ce qui me motive à faire tout ça? Il y a 2 choses. On va dire que déjà, c'est bête, mais dès mon plus jeune âge, quand je suis né à Périgueux, dans un milieu populaire, je traînais beaucoup dans la rue quand j'étais petit. Et déjà, à 8 ans, j'avais envie d'aider les commerçants à aller faire de la pub dans la rue. J'avais envie de leur résoudre des problèmes. J'ai toujours aimé résoudre des problèmes. Quand il y a quelque chose qui me paraît pas logique, ou pas juste, ou une injustice, j'aime bien essayer de trouver des problèmes. Donc il y a le côté, déjà, avec le no-code, en tant qu'ex-non-codeur qui ne savait pas coder, qui avait envie de faire des projets, je trouve ça vraiment super qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Et mon objectif, encore une fois, c'est que ce ne soit pas que les ingénieurs et que les startups qui se l'approprient. Et deuxièmement, j'ai toujours eu aussi l'envie peut-être un sentiment d'injustice au fond, ou je ne sais pas, peut-être parce qu'il y a des gens qui m'ont donné des coups de main dans ma vie, mais j'ai toujours essayé par le numérique aussi de tâcher de donner des moyens d'agir et des moyens aussi de s'insérer, d'avoir une carrière, de s'émanciper pour ainsi dire par des compétences numériques. Donc c'était par Simplon que je le faisais à l'époque, qui est devenu un très gros réseau d'écoles solidaires de code. Et aujourd'hui, avec le no-code, c'est encore plus accessible. Donc c'est ça qui me meut, je pense. La lutte contre les choses illogiques et injustes. Et en l'occurrence, le no-code avec Contournement permet des actions de solidarité en particulier? Alors, faudrait citer Contournement, Simplon.co, c'est devenu une très grosse école sociale et solidaire. J'ai décidé de partir en 2017, mais du coup, on m'associe beaucoup à l'économie sociale et solidaire, et c'est toujours le cas. Mais Contournement, c'est une SAS
à but lucratif, où on veut faire les meilleures formations en no-code de qualité les plus accessibles. Quand même, Chasser le naturel, il revient au galop. On a aidé pas mal de projets bénévolement. Et du coup, j'ai monté No Code for Good à côté, avec des cofondateurs et cofondatrices, où on essaie de mettre le no-code au service de l'intérêt général, de projets environnementaux, sociaux. Et par exemple, on a fait un projet à Nantes, un hackathon, c'est un marathon de 48 heures, où on a réuni des projets solidaires qui avaient besoin de sites, d'applis, d'outils, des débutants et des débutantes en no-code, mais qui étaient motivés, et des experts et des expertes qui coachaient les débutants à faire des projets pour les projets solidaires. Et au bout de 2 jours, c'est avec la cantine numérique de Nantes qu'on a fait, No Code for Good et contournement, il y avait tous les projets sont repartis avec des outils, des sites, des applis qui fonctionnaient, c'était pas que des prototypes. Et d'autre part, on a réservé le dimanche matin pour que les équipes documentent comment se servir de ces outils et comment les faire évoluer. Donc, 2 mois après, quand on a fait le bilan, il y avait des projets qui disaient c'est super, parce que moi, mon personnel de ménage en insertion que je gère, là, on leur économise un temps de fou grâce à l'appli. Et en plus, je peux la faire évoluer moi-même, l'appli. Donc, au-delà du coût, c'est sûr que ça fait économiser des sous et du temps, mais au-delà du coût, ça permet aussi de s'autonomiser, de pouvoir aller droit au but, répondre aux besoins du client, répondre aux besoins des collègues, au lieu de passer du temps en gestion de projet, à chercher un expert, et puis ça marche pas, et puis on comprend pas, et puis on a envie de se jeter par la fenêtre. C'est ça l'informatique. Dans le débat sur les GAFA et les données, ce débat conduit quand même un certain nombre d'entre nous à être technosceptiques. Ce n'est pas ton cas. Alors, je suis techno-enthousiaste avec une certaine technologie. En revanche, je dirais pas technosceptique, mais technostoïque dans mon cas. Pour ma part, je pense qu'on peut faire des choses formidables avec les technologies. Je pense aussi que, comme tout outil, ça peut avoir des dérives incroyables. Je pense que l'idéal techno-hippie et techno-punk des débuts des années 70, on en est loin. Même l'inventeur du web, Tim Berners-Lee, prend des positions aujourd'hui, il dit « j'aurais jamais pensé que ça devienne ça ». C'est un outil, si vous cherchez un peu mon nom, vous allez voir que j'ai pris position parfois dans les interviews où j'étais un peu remonté à l'époque de Simplon. Et j'avais dit chez Nicolas Demorand un truc, ça m'est sorti tout seul, et franchement ça résume bien, je pense, ma posture. Il n'y a pas de fatalisme technologique, les nouvelles technologies seront ce qu'on en fait. Moi aujourd'hui, je connais très bien les technologies, notamment les technologies démocratisantes. Si on me mettait ministre du numérique, je dirais, on va dire directeur technique de l'ONU ou du monde, je ne sais pas, je dirais on se calme sur certaines technologies, on arrête de foncer. L'intelligence artificielle, les NBIC, nano, bio, informatico, cognitivo, technologie, on parle sur du vivant. Google, notamment, va très très loin dans les expérimentations. Où est le principe de précaution? Aujourd'hui, je serais pour une forme de régression sur certaines technos, ou au moins d'isocroissance, le temps de voir ce que ça va donner. Il y a une différence étymologiquement entre le progrès et la progression. La progression, c'est aller vers toujours plus vers l'avant. Le progrès, c'est aller vers du mieux. Et on dit toujours, on n'arrête pas le progrès. Visiblement, c'est plutôt la progression qu'on n'arrête pas, parce que j'ai pas l'impression qu'on en fasse que des choses bien aujourd'hui, les technologies. Merci Erwan Cazard, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Beaucoup de choses depuis 2 ans attestent de changements totalement inattendus dans la sphère du travail et aussi dans la sphère privée. La relation au travail est en train de changer, notre relation à notre propre intimité aussi. Alors certaines entreprises résistent, d'autres s'adaptent ou même anticipent les mutations en cours. Nous allons en parler tout de suite avec Philippe Carrère. Bonjour Philippe Carrère. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai, oui. Oui, ça y est, on a commencé à 17h, mais là maintenant, ça y est, peut-être qu'il est peut-être autour de 19h, quelque chose comme ça. Vous êtes directeur régional d'Eiffage Construction de la région Occitanie. Eiffage Construction, c'est évidemment un groupe spécialisé dans la construction, l'immobilier, l'aménagement. Et en Occitanie, c'est à peu près 500 collaborateurs.
Je le précise parce qu'on va parler de RH, d'équipe. Vous êtes membre aussi du COMEX au niveau national. Quel constat vous faites en termes de recrutement et aussi de ressources humaines ? Déjà, l'entreprise moderne doit s'adapter aux collaborateurs, alors qu'avant, c'était un petit peu le contraire. Et si nous voulons attirer d'abord et fidéliser les collaborateurs, on doit effectivement s'adapter à eux. Alors, que veut aujourd'hui le collaborateur dans sa vie au quotidien ? Est-ce que ça a changé ? Vous l'avez constaté, vous, personnellement, puis en tant que dirigeant d'entreprise ? Je peux vous garantir que quand vous passez un entretien, faites passer un entretien à un collaborateur, vous vendez l'entreprise, ce n'est pas lui qui se vend. Donc, un collaborateur, il s'attache à quoi aujourd'hui, au quotidien ? C'est donner un sens à sa vie professionnelle, donner un sens à son métier au quotidien. Il souhaite avoir des parcours personnalisés de carrière, il souhaite avoir des formations spécifiques. Il veut parfois, dans sa vie professionnelle, changer de métier. Il attache une grande valeur à la proximité managériale de son patron. Donc ça oblige le patron aujourd'hui à se challenger pour être à l'écoute et donc écouter ce collaborateur. Un exemple du reste, chaque année donc les collaborateurs ne reçoivent plus par courrier leur revalorisation. C'est leur directeur direct, leur patron direct qui leur remet la fiche d'augmentation et qui leur explique, en plus du pourquoi de l'augmentation ou pas, donc il faut être un petit peu courageux, qui leur explique, qui remet une fiche où on va lui expliquer le plan triennal de formation auquel il va subir dans les 3 ans à venir. Je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire, mais l'intention que vous y mettez, est-ce que ça change la relation au travail ? Bien sûr, parce que le collaborateur se sent d'abord concerné, se sent valorisé, se sent intéressé. Le patron se mouille, puisque il vient le voir, il lui explique pourquoi il a une revalorisation, pourquoi il n'en a pas. Et pareil pour ses formations, dans tous les cas. Il peut demander lors d'un entretien annuel d'avoir une formation qu'il n'aura pas, et on doit lui expliquer pourquoi il ne l'a pas. Les périodes, on espère que ça va pas recommencer, mais les périodes de confinement et l'accès au télétravail un peu généralisé a modifié les attentes des salariés ? Alors déjà, on s'est rendu compte d'une bonne chose, c'est que le travail à distance n'hypothèque pas du tout la productivité de nos collaborateurs. C'est plutôt très bien. Donc nous sommes en train de négocier avec du reste les partenaires sociaux une modification de ces accords pour allonger les temps de télétravail ou de travail à distance dans le mois. Donc c'est en pleine négociation, donc là je ne peux pas vous en dire plus. Ce qui est clair, c'est que le salarié peut travailler à distance, ça dépend des fonctions, et il est aussi productif. Du reste, on a engagé aussi, par la même occasion, un travail sur l'équilibre vie pro-vie privée, parce que c'est directement lié. Oui, alors je voudrais qu'on va évoquer cette question de la vie privée et puis peut-être aussi la question de la place des femmes dans votre entreprise. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, selon vous, réussir dans sa carrière et ne pas complètement détruire ou hypothéquer, on va dire, sa vie personnelle ? Il est clair que le patron qui existait avant, qui considérait que la quantité de travail réalisé dans une journée et le temps de travail passé dans une journée était synonyme de carrière professionnelle ou d'ascension professionnelle, c'est terminé. On a fabriqué des cadres qui sont des généralistes, qui savent tout sur rien sur tout, et que quand ils font une erreur parce que ils ont trop de travail dans une journée, on leur reproche. Donc on a un vrai travail aujourd'hui et on a engagé ce travail pour recentrer nos cadres, entre autres, sur les tâches où ils ont une véritable valeur ajoutée. Donc on a créé des métiers, entre autres. Un ingénieur, quand il sort d'une école, dans son cursus scolaire, il n'apprend pas à rapprocher des factures et des commandes. Il n'apprend pas à acheter ou à négocier des achats ou des fournitures. Il y a des gens qui sont spécialisés pour le faire. Donc on est en train de se renforcer dans certains métiers. On crée des métiers. Aujourd'hui, quand un cadre veut commander des fournitures, il n'appelle plus le fournisseur, il appelle une hotline chez nous, en interne, et c'est une personne qui est moins calibré, qui passe la commande. Donc on lui enlève cette tâche-là.
Pareil, on est en train de se caper de façon plus importante au niveau des achats, parce que c'est un véritable métier. Un cadre, voilà, n'est pas un acheteur, il faut du temps pour bien acheter. Et donc, c'est aujourd'hui les achats qui font ce métier-là. Je rapproche souvent le métier de la construction. On est un petit peu à l'opposé de ce qui se passe dans l'industrie. Quand une pièce passe à l'usinage dans une usine, il y a eu un énorme travail d'ingénierie en amont. Aujourd'hui, c'est différent. Dans la construction, c'est très peu d'ingénierie en amont et tout se passe sur le chantier. On est en train de déplacer petit à petit le curseur pour que de plus en plus l'ingénierie amont intervienne et quand le cadre qui va suivre son chantier le suit, il va jouer une partition qui est déjà écrite par un certain nombre d'ingénieurs qui ont travaillé en amont. Il y a peu de femmes dans le groupe que vous dirigez ici en Occitanie. Est-ce que c'est un problème ? Alors, on n'est pas si mauvais que ça, parce que je vous rappelle quand même que nous sommes des constructeurs. Sur la région Occitanie, nous avons quand même 25% de femmes cadres ETAM, ce qui n'est pas trop mal quand même. L'égalité salariale n'est plus un problème, donc c'est plutôt bien aussi. Par contre, là où on est très mauvais, c'est que dans nos comités exécutifs, nous n'avons aucune femme cadre supérieure. C'est là que nous avons un véritable problème. On a tous été dans des écoles. Moi, je vois dans l'école d'ingénieurs où j'étais, il y avait 20% de femmes à peu près. Les 20% de femmes étaient crever l'écran. Elles étaient dans les 20-30 premières de promotion et les mecs étaient plutôt derrière. Voilà, on a une réelle perte en ligne puisque dans le monde du travail, notamment dans la construction, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, loin de là. Les femmes sont présentes, mais on a du mal à les garder et les amener à des postes à responsabilité. Vous prenez des actions sur ce Bien sujet ? sûr. D'abord, alors là c'est un sujet un petit peu sensible parce que des fois on peut m'accuser de discrimination positive. On a fait appel à une dame qui est plutôt une référente en termes de coaching au féminin et on a identifié les 60 femmes cadres à potentiel dans la région et on les fait coacher. On les fait coacher par une dame qui s'appelle Ferrer Goretti, qui est vraiment une référence dans le coaching au féminin. Et elle leur apprend à ne plus s'auto-censurer. Je parlerai des hommes après derrière. Elle leur apprend à ne plus s'auto-censurer, à s'affirmer, à oser demander, à connaître leurs défauts, leurs qualités. Et nous, de l'autre côté, nous les mecs, on travaille aussi, mais pas en termes de coaching, on travaille sur les vie pro, vie privée, et on apprend aussi à travailler avec du personnel féminin et à les accepter et à les aider. Voilà. Merci beaucoup Philippe Carrère. Alors, vous allez entendre tout à l'heure une des figures marquantes de la recherche en économie et précisément, alors c'est pas dans l'univers de la construction, mais elle va évoquer la question du manque de femmes et du manque d'attention portée aux femmes économistes. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez pouvoir rejoindre les coulisses de notre appartement. Merci à vous. Les femmes économistes ont un grand avantage sur toutes les autres et toutes les autres victimes de sexisme. Elles disposent d'outils pour mener des travaux empiriques qui permettent d'évaluer leur propre situation, participant à un courant mondial de recherche. On ne le sait pas toujours, mais c'est tout à fait réel. Un courant de recherche sur les discriminations subies par les économistes femmes. Notre invité va partager les conclusions des derniers travaux qui sont en cours en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et cet invité, c'est Emmanuelle Auriol. Bonjour Emmanuelle Auriol. Bonsoir. Alors vous êtes économiste, professeure et chercheuse à Toulouse School of Economics et donc à l'université Toulousain-Capitole. Vous êtes membre aussi du Conseil d'analyse économique. Vous venez d'ailleurs de remettre 2 notes fort remarquées sur l'immigration. Vous nous direz quelle réception elles ont eu peut-être, mais avant cela nous allons évoquer le point spécifique des femmes économistes. Vous dites, vous, qu'elles sont victimes de sexisme ?
Oui, alors les femmes en économie sont victimes de sexisme. Comment on peut s'en apercevoir? Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de femmes, en tout cas, il n'y a pas autant de femmes que d'hommes dans les métiers de scientifiques. Bien que les femmes dominent en termes de diplômes dans les pays de l'OCDE, 60% des diplômés du supérieur depuis plus de 20 ans sont des femmes, mais dans le domaine de la recherche, elles sont moins nombreuses. Par contre, la différence, donc il y en a peu en maths par exemple, mais elles ne sont pas discriminées. C'est-à-dire que quand on regarde les observables, publications, citations, la probabilité d'avoir une promotion quand on est une femme est la même que celle d'un homme. En maths. En maths. En économie, ce n'est pas le cas. Donc, quand on regarde les observables dans les données, il y a 20% de chances de moins d'être titularisé et d'avoir une promotion quand on a les mêmes CV, en fait, c'est-à-dire les mêmes publications, mêmes citations, même qualité, etc., qu'un homme. Donc ça, c'est un des facteurs qui me fait dire qu'effectivement, il y a de la discrimination en économie contre les femmes. Donc, vous avez piloté le comité femmes en économie de l'Association européenne d'économie. Vous participez à des travaux de recherche sur ces discriminations. Quels outils et finalement aussi quelles méthodes vous utilisez pour nous le dire ? Alors nous, on a de la chance, les économistes, puisqu'on peut s'étudier nous-mêmes. Donc on est un marché du travail particulier et donc on emploie les outils qu'on va utiliser dans d'autres marchés du travail. En l'occurrence, ce qu'on a fait au niveau de l'European Economic Association, c'est qu'on a utilisé un web scrapper. Donc on collecte les CV. Qu'est-ce que c'est ? C'est un outil informatique qui va collecter de manière automatique, en fait toutes les 24 heures, les informations qui sont disponibles publiquement sur les pages des laboratoires en Europe. Et on a comme ça construit la première base de données qui permet de savoir exactement combien il y a de femmes en économie. C'était pas une mince affaire parce qu'en fait on s'est aperçu que évidemment le marché européen est très hétérogène par rapport au marché nord-américain. C'est-à-dire qu'on a par exemple plus de 1000 titres différents en Europe au niveau universitaire. Donc on a chargé de recherche au CNRS, maître de conférence, etc., etc. Et donc il faut décliner tous ces titres qui existent bien sûr en français mais en espagnol, en allemand, etc. Trouver un ordre qui est comparable, donc senior, junior. Ensuite, il faut identifier les sexes. Donc là, on utilise des logiciels de noms. Évidemment, Andrea, en italien, c'est masculin. En français, ça va être plutôt féminin. Jean, par exemple, Tyrol, ça va être masculin en français, mais c'est féminin en anglais. Donc, il y a besoin d'avoir ces logiciels, plus la reconnaissance faciale. Et avec ça, on arrive à déterminer le sexe de manière assez soigneuse, assez précise. Et on peut ainsi voir combien il y a de femmes en junior, en senior. Et on s'aperçoit qu'en Europe, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plus de femmes qu'aux États-Unis, donc il y a une vraie différence entre le marché nord-américain et le marché européen. Mais on est quand même avec un niveau de féminisation des rangs seniors qui est plus faible que des rangs juniors, ce qui veut dire qu'on perd des femmes. Là encore, il y a un plafond de verre quand on regarde donc les promotions. Donc finalement, la recherche en économie est confrontée à la même problématique que le secteur de la construction qu'on venait d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire que beaucoup de femmes au tout début, avec de grandes compétences, mais une grande difficulté à accéder aux postes à responsabilité. Oui, mais c'est bien pire aux États-Unis, en fait. Les États-Unis, c'est un pays qui est vraiment un point aberrant, en fait. Quand on regarde le Canada, l'Europe, c'est beaucoup mieux, en fait. Alors, c'est pas parfait, mais la situation est moins dramatique, je dirais, en Europe. Mais il y a quand même, on parle de leaky pipeline, donc un pipeline qui fuit. On perd des femmes à chaque étape. Donc ça, c'est un souci. Et surtout, je répète, quand on mesure les observables, quand on contrôle pour la productivité, on n'arrive pas à expliquer pourquoi elles sont si peu promues au final, vu leur contribution. Je vais me faire l'avocate du diable, bien évidemment, mais le fait qu'il y ait peu de femmes économistes, relativement peu au regard de ce que ça devrait finalement, si on se base sur les études des jeunes étudiantes, en quoi c'est un problème ? Qu'est-ce que ça change dans le regard sur l'économie ? C'est une très bonne question que typiquement les économistes vont vous poser. Ils sont un peu cyniques parfois. Pourquoi on devrait s'en préoccuper ? Alors, il y a évidemment la question de la justice, c'est une raison importante, mais de manière beaucoup plus préoccupante, il y a des raisons d'efficacité. Alors, la première, c'est que si vous prenez vos talents dans 50% de la population, vous allez descendre forcément très bas dans les qualités, les compétences, et vous vous privez de talents supérieurs qui ne vont pas faire de la recherche, c'est quand même embêtant. Et le deuxième point, donc ça c'est un premier
problème d'efficacité de la profession. Et le deuxième problème, c'est un problème en fait de goût. En économie, les femmes et les hommes ne cherchent pas la même chose, ne s'intéressent pas aux mêmes questions. Les femmes, par exemple, sont surreprésentées en labor, en santé. Donc, voilà, elles ont une sensibilité, enfin déjà un intérêt pour certains sujets qui n'est pas le même que les hommes. Et le dernier point, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes idées non plus sur l'efficacité des marchés. Par exemple, elles pensent que les marchés ne sont pas forcément très efficaces, les hommes plus. Elles pensent qu'il faut plus de régulation. Donc, ça veut dire que quand leurs travaux ne sont pas mis en avant, que ces femmes-là ne peuvent pas s'exprimer et dire ce qu'elles pensent, eh bien, les politiques publiques qu'on va implémenter reflètent les goûts uniquement des hommes et pas celles des femmes. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui, parce qu'ils ne sont pas observés et étudiés, ne font pas l'objet de conclusions d'économistes et donc pas de prise en compte par les politiques publiques. Oui, il y a des sujets qui passent un peu à la trappe, qui sont beaucoup moins étudiés. Par exemple, ce dont on parle ce soir, l'économie du genre. Pendant très longtemps, c'était confiné à quelques... Enfin, c'était marginal dans la discipline des économistes et donc on n'en parlait pas du tout. Aujourd'hui, on en parle plus parce que c'est devenu beaucoup plus important depuis MeToo. Il y a des femmes seniors très visibles qui se sont intéressées à ce sujet. Alors, on commence à en parler un peu plus. Mais vous voyez, oui, la publicité qu'on fait à un sujet, c'est aussi lié à la personne qui porte le sujet. Un certain nombre de sujets qui pourraient être étudiés, davantage étudiés, selon vous, qui peuvent être appréhendés par les femmes? Davantage étudiés, en tout cas, des sujets où il y aurait plus de moyens financiers, parce que tout est lié. Si vous êtes connu, si ça marche bien pour vous, si vous êtes senior, on va vous faire plus confiance pour les fonds de recherche. Donc, il y a plein de sujets. On va faire plus de publicité auprès sur vos résultats. Voilà. Donc, tout ça, ça n'a pas forcément lieu, puisque certains sujets sont moins médiatisés que d'autres, attirent moins d'attention dans notre profession. Est-ce que, partant de ce constat, comment on explique qu'il y ait encore ce plafond de verre, sachant que quand même, normalement, la prise de conscience de ce sujet est au moins cinquantenaire? Alors, en maths, je pense que ou c'est juste ou c'est faux, ou c'est très compliqué comme problème, ou ça l'est pas. Donc, c'est plus objectif. Le problème de l'économie, c'est on a un peu une double peine parce que c'est très technique. Donc, il faut être bon en maths, en stats. Et en même temps, il y a un côté subjectif dans la modélisation, dans les problèmes, comment on les aborde, etc. Et je pense que cette conjonction de à la fois très technique et en même temps subjectif ne permet pas aux femmes vraiment qui sont minoritaires dans la profession de réussir aussi bien à placer leurs articles dans les très bonnes revues parce que c'est ça qui est en jeu. Et elles sont soupçonnées toujours de ne pas être compétentes, on le voit, on passe beaucoup plus de temps à référer leurs papiers, c'est plus long, la qualité augmente beaucoup plus entre les différentes phases de révision, ce qui veut dire qu'on les a mis à des standards plus élevés. Donc il y a plein d'évidences de cette discrimination qui freinent vraiment leur carrière et leur capacité à se faire entendre, je pense. Vous parliez d'un courant mondial de recherche sur ce sujet. Il y a des propositions aussi de la part des femmes économistes? Pour l'instant, on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on étudie le problème pour essayer de le comprendre. C'est pas évident, je répète, il y a des disciplines où ça marche mieux, je pense parce que c'est plus objectif. Mais déjà qu'on s'en inquiète, c'est un énorme pas, je trouve, et qu'on en fasse la publicité, par exemple ce soir. Donc voilà, je suis optimiste de nature. Je pense que la recherche, c'est ça qui nous sauvera. Il faut qu'on parle de la note que vous avez remise, puisque vous êtes membre du Conseil d'analyse économique, sur l'immigration. Et vous avez dit dans cette note qui a été... vous avez un co-auteur qui est chercheur à l'université Paris-Sorbonne, je crois. Oui, il est à PSE, lui. Oui, j'ai fait un couple mixte. Voilà, c'est ça. Et donc, vous dites, vous, la France est à la traîne dans la course au talent parce que, pour vous, il y a une corrélation tout à fait positive à la fois entre immigration, entrepreneuriat et innovation. Oui, alors la France, depuis 30-40 ans, s'est complètement fermée à l'immigration de travail. Donc, il faut comprendre qu'il n'y avait aucun canal, pour que des immigrés qualifiés puissent rejoindre la France autrement que si une entreprise les demandait ses talents et on leur opposait la situation de l'emploi en plus. Voilà. Donc, en 2016, on s'est aperçu qu'il y avait un problème, on a créé le passeport talent, mais c'est le seul vecteur vraiment pour faire venir des talents. Passeport talent, c'est ça? Oui, passeport talent, qui n'est pas un passeport, qui est un visa, mais
Au moins, il y a ça. Mais il n'y avait rien avant, rien. Donc évidemment, quand on n'arrête pas de comparer, enfin de compter les émigrés comme on compte les morts sur la route, ça envoie un signal au reste du monde qu'ils ne sont pas bienvenus. Et moi, je ne sais pas, mais enfin, si les gens ici sont parents ou s'ils ont des frères et sœurs ou même, ils n'ont pas envie d'aller dans un pays où on n'a pas envie que les émigrés viennent. Enfin, je veux dire, or, le capital, enfin, les gens très éduqués, ils sont très mobiles. Donc, ils vont ailleurs, hein, ils vont au Canada, ils ont un permis à point, on leur dit vous êtes bienvenus, ils vont en Allemagne, hein, ils ont énormément d'immigrés qualifiés qui vont, en Angleterre, en Australie, enfin n'importe où, mais pas en France. Et ça a un effet. D'ailleurs, vous commencez la note en disant, là on a un petit problème, on a été mauvais sur le vaccin, et c'est une des raisons. Oui, bien sûr, si vous regardez l'histoire du vaccin contre la Covid-19, c'est que des immigrés dedans, et ce n'est pas une surprise. Alors pourquoi les immigrés qualifiés innovent et créent des entreprises? Parce qu'en fait, ce n'est pas des gens ordinaires, c'est des gens qui se sélectionnent, donc on décide d'immigrer parce qu'on est ambitieux, et puis pour décider d'immigrer, il faut vraiment aimer le risque, parce que c'est quand même très compliqué d'aller vivre à 8000 km de chez soi, dans un pays dont on ne parle pas forcément bien la langue, où on n'a pas ces bases arrières, etc. Donc c'est des gens spéciaux, et ce n'est pas quelque chose qu'un système éducatif peut identifier très facilement. Donc ces gens-là qui migrent partout dans le monde, ils créent des entreprises. Donc aux États-Unis, juste un chiffre, 13% d'immigrés dans la population, 25% des nouvelles entreprises sont créées par des immigrés, 25% des brevets sont posés par des immigrés. En France, 10% d'immigrés dans la population, 8% des brevets sont déposés. Pourquoi? Parce que les immigrés qu'on a en France ne sont pas venus pour des raisons de travail, et donc effectivement, ils contribuent moins au travail, ce qui est logique, hein. On ne les a pas fait venir pour ça. Donc vous faites un certain nombre de propositions, on n'a plus tellement le temps d'y revenir, mais cette note est en ligne sur le site du... Oui, gratuitement, tout le monde peut la lire et j'encourage les gens à la lire. Merci beaucoup Emmanuelle Arrière. Merci.